Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dessous de Verre. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir une voix et un visage que pas mal d'entre vous connaissent. Vous l'avez vu, entendu sur Active, RMC, la chaîne L'équipe et j'en passe. Mais les Stéphanois avant tout, c'est le journaliste Timothée Mémon. Salut Timothée, comment tu vas? Salut Franck, ça va très bien, je te remercie. Ravi d'être avec Merci. toi. Merci à toi d'avoir pris le temps. Tu me disais juste avant que, en plus, c'était un jour off, donc je suis très content que tu prennes le temps de parler avec nous. Habituellement, c'est plutôt toi qui poses les questions. Aujourd'hui, je te propose, moi, d'y répondre et qu'on commence par le commencement. Est-ce que tu peux nous raconter, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment le foot et l'AS Saint-Etienne sont entrés dans ta vie? Vaste programme. Ouais, vaste programme. Déjà, je pense que quand on est à Saint-Étienne, le foot, c'est un truc qu'on peut pas y échapper. On va adorer ça, on va simplement s'y intéresser de loin, mais je pense pas qu'on peut être stéphanois sans avoir une connexion au football. Donc, moi, je viens d'une famille où mon père était très passionné de foot, où il m'a emmené au stade très tôt. Donc, comment je suis venu au foot, c'est avant tout une histoire de famille. Voilà, je me souviens très 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 tôt, enfant, d'être allé au football, d'être allé à Geoffroy Guichard avec mon père. Il se trouve que en plus mon père m'avait choisi comme parrain Robert Herbin, donc j'avais un espèce de poids historique sur les épaules. On est 5 dans ma famille, j'ai 4 frères et sœurs. On a tous reçu la même éducation. Il y en a 2 qui sont pas foot du tout et deux autres qui sont très foot, donc on est 3 à être très foot. Mais voilà, je suis convaincu que quand on est à Saint-Étienne, on est tous très 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 tournés vers le football. Donc ouais, c'est le stade, c'est l'ambiance, c'est l'excitation, c'est le rendez-vous hebdomadaire. C'est aussi beaucoup la radio pour moi. J'ai grandi sans avoir la télé, c'était un choix éducatif de mes parents. Et j'ai écouté très tôt beaucoup de matchs à la radio, en m'endormant, en mettant le poste sous l'oreiller, comme l'ont fait beaucoup de gens de notre génération, pour écouter les matchs de Ligue des Champions, pour écouter parfois les matchs de championnat quand c'était pas un jour où il n'y avait pas école le lendemain. Et puis voilà, donc c'est quelque chose de très lié à mon père. Après, pour ce qui est de la pratique, quand j'étais gamin, j'ai joué à Saint-Charles-Vigilante. J'étais gardien de but. Après, Ok. je suis passé pendant longtemps par le basket. Je me suis cherché un peu. J'ai fait 10 ans de basket et puis je suis revenu au foot au début de ma vie active. Quand j'ai commencé ma carrière à Amiens, je cherchais une activité à faire. Je suis revenu au foot. Et du coup, je rejoue au foot depuis. Donc, j'ai commencé active à Amiens à 21 ans et j'en ai 42. Donc, ça fait 21 ans que je joue au foot en amateur. Ouais, j'allais te poser la question parce que tu bouges beaucoup pour ton activité. Tu as encore une licence aujourd'hui. Je sais qu'à un moment, tu jouais à Côte Chaude, par exemple. J'ai toujours une licence à Côte Chaude Ok. qui me sert pas à grand chose, mais au moins quand je suis de passage, je peux m'entraîner. Si il y a un match et qu'il y a de la place, bah ça me permet de jouer un petit peu ponctuellement. Là, j'ai eu une longue période où je me suis blessé au genou, donc je jouais presque plus du tout. Mais ce qui est bien, c'est que en Suisse, où j'ai une partie de mon activité, bah, je me suis trouvé un petit club où je peux m'entraîner le lundi soir, potentiellement jouer un peu quelques matchs. À Paris, le mardi matin, le vendredi matin, il y a des foot entre journalistes, donc c'est des journalistes de tous les médias, RMC, l'équipe qui se donnent rendez-vous. Donc ça me permet de jouer un petit peu partout. Voilà, j'ai une paire de crampons dans chaque ville. Il y a une question que j'avais prévu de te poser plus tard, mais on va y aller maintenant. Il y a des joueurs ou des entraîneurs, je citerai pas de nom, qui refusent les questions ou plutôt les critiques de journalistes en disant qu'il faut avoir été joueur de haut niveau pour être légitime. Tu as quel regard, quelle analyse là-dessus? Euh, Je les rejoins sur un seul point, c'est que pour moi, pour parler de foot, il faut y avoir joué, quel que soit le niveau. C'est-à-dire qu'il faut y avoir joué à Côte Chaude ou il faut y avoir joué à... Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent dans un match de foot, il y a des réactions humaines, la colère, parfois on voit des joueurs péter des plombs et on se dit, mais j'entends dire parfois, mais quel idiot, quel imbécile. Sauf qu'en fait, quand on a tous joué au foot, quel que soit son tempérament, moi je suis quelqu'un d'assez placide dans la vie, je suis complètement différent sur un terrain de foot. La douleur, un mauvais tacle, un mauvais geste, des fois ça te fait péter les plombs. Alors, la différence entre le mec sanguin et nerveux et le mec placide, c'est que toi, tu vas t'énerver pendant une demi-seconde, une seconde, ou là où un autre va pas décolérer pendant 3 minutes. Mais en fait, je pense qu'il faut avoir joué au foot. Mais pour ce qui est de le côté, si t'as pas joué au foot professionnel, tu peux pas parler de foot professionnel.
Ça, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. La première, c'est que je connais beaucoup de consultants dont je ne citerai pas les noms non plus, qui aujourd'hui parlent de foot, mais ne voient pas de match ou un ou deux matchs par semaine. Là où un journaliste comme moi, on voit, je sais pas, entre 9 et 12, quoi. Dans une semaine, je vois entre 9 et 12 matchs, entre ceux que je vois, ceux que je revois, ceux que je me fais un devoir de revoir parce que je les ai pas vus en direct et je sais que potentiellement je risque d'en parler à l'équipe du soir. Malheureusement c'est comme ça, mais les matchs du Paris Saint-Germain, dans une saison, si tu veux être crédible quand tu vas à l'équipe du soir où on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, faut tous les voir. Donc même si je le vois pas le week-end, je le revois la semaine. Quand tu prépares un match à commenter aussi, en général, j'essaye toujours de voir le match précédent des équipes que je commente. Donc, si tu commentes, comme c'était le cas hier, Tottenham-Francfort, ça veut dire que t'as pas non seulement commenté Tottenham-Francfort, mais que tu as vu le match précédent de Francfort, le match précédent de Tottenham. Donc, ça fait beaucoup de matchs. Et puis, dire qu'il faudrait absolument avoir été joueur professionnel pour pouvoir parler de football, ce serait comme dire qu'un journaliste politique peut pas parler de politique s'il n'a pas été ministre, ou qu'un journaliste gastronomique peut pas parler de gastronomie sans avoir été chef. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on se spécialise aussi par la culture qu'on se fait autour d'un sujet. Donc, dans mon cas, la culture foot, la culture sport au sens large, dans le fait de regarder, de consommer des matchs, de lire des magazines. Donc non, en tout cas moi j'ai pas de complexe quand je me retrouve autour d'une table face à Ludovic Obraniak, Johan Micou. J'ai aucun complexe. Par contre, il y a des points précis sur lesquels je sais rester à ma place et sur lesquels effectivement je trouve que leur parole est plus légitime, plus intéressante. Mais Par exemple, sur des analyses extrêmement tactiques. Quand tu vas profondément dans l'analyse technique d'un match et tactique d'un match et que tu as autour de la table deux entraîneurs et un ancien joueur, j'ai pas de complexe. J'aime en parler, ça me plaît, ça m'intéresse, mais je pense que la personne qui nous regarde, et on fait toujours de la radio et de la télé pour les gens qui nous regardent, pas pour nous-mêmes, ils ont plus envie d'avoir l'avis du technicien ou de l'ancien joueur. ok. Ton métier et ton parcours, on va y revenir un petit peu plus tard. Je voulais revenir sur nos moutons, et donc tu es sans doute un des journalistes qui est le plus étiqueté, accroché à un club. Tout le monde sait que tu es supporter de Saint-Étienne. Qu'est-ce que ce club et surtout ce stade Geoffroy Guichard représente pour toi encore dans ta vie actuelle? Tout parce que le foot est une partie énorme de ma vie. C'est une partie prépondérante. C'est un truc. Je sais pas si d'un coup tout s'arrêtait, si le football disparaissait, il y aurait un vide abyssal dans ma vie. Et parce que c'est mon boulot, oui, mais parce que c'est ma passion aussi. Et en fait, ce que représente Saint-Étienne aujourd'hui, j'ai mis du temps à comprendre, parce que je pense que dans mes années actives, tout se mélangeait un peu. J'étais plus jeune, je commentais que cette équipe. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je vais à un match pour bosser, j'ai toujours énormément de plaisir à aller à un match quel qu'il soit, pour travailler, pour commenter, où qu'il soit. Quand je vais à Saint-Étienne, pas pour bosser, mais que je vais avec mon frère en Côte Nord, je bois une bière avant le match, que j'y vais détendu, en fait, je m'aperçois que il y a que mon amour du foot, ma passion du foot, c'est ça. C'est ce qui fait que ça devient un sujet professionnel intéressant. C'est ce que je vis quand je suis complètement détendu, quand j'y vais, quand je suis déraisonnable en fait. C'est-à-dire que quand tu vas voir Saint-Étienne jouer contre Marseille et d'avoir encore ce sentiment avant le match de dire allez, on va le faire, on va y arriver, c'est complètement déraisonnable, ça n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, je le vis exploser de joie, le truc un peu où tu poses ton cerveau et où tu dis en fait je viens juste profiter. J'ai jamais trop été de ces supporters qui font des calculs, qui expliquent non mais avec le budget qu'on a, on est à notre place. Je déteste ça. Je préfère laisser complètement libre cours à mes émotions quand je vais quand il s'agit de Saint-Étienne et quand il s'agit de Geoffroy Guichard, ou quand je regarde le match à la télé. Je continue à être vraiment le supporter lambda. Il y a plus d'analyse, il y a que de l'émotion. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Tu arrives à te détacher justement quand tu viens en Côte Nord sans travailler. Tu arrives à prendre le plaisir que tu avais peut-être cette part d'enfance sans être dans l'analyse de comment ça joue, le système, etc. Tu arrives à te détacher. Complètement. C'est exactement ça que m'apporte Saint-Étienne.
c'est consommer le foot comme gamin. Comme gamin, quand j'allais en Henri Point avec mon père, comme adolescent, j'allais en Cop Sud avec les copains ou en Cop Nord avec mon frère. C'est exactement ça. C'est l'espèce de truc un peu béat, un peu candide, où tu vas au match les mains dans les poches, sans te poser de questions, juste pour kiffer l'ambiance. Ça m'arrive encore de faire des matchs les mains dans les poches, sans être journaliste, qui ne soit pas à Saint-Étienne, pour le plaisir d'aller voir un match. À Saint-Étienne, c'est encore plus fort cette espèce d'aspect enfantin. Et puis j'associe aussi, même si je joue, on le disait, un peu au foot, un peu à Paris, un peu en Suisse, mais j'associe aussi le foot, la pratique du foot amateur à Saint-Étienne et la vie de vestiaire, les copains, Coach Chaude actuellement, ça a été Saint-Bonnet-les-Oules moi pendant des années, c'est Coach Chaude maintenant, c'est un truc là aussi il y a un truc très enfantin, très naïf en fait. T'y vas sans te poser de questions et c'est juste le plaisir, c'est rien d'autre. T'as pas besoin de te saper parce que tu vas passer à la télé, t'as pas besoin de parler correctement parce que tu fais de la radio, t'as pas besoin d'analyser, t'es juste là pour être heureux avec un vestiaire quand c'est à Côte Chaude, être heureux avec 40 000 personnes quand c'est à Geoffroy Guichard. On parlait de cette part d'enfance. Sans trahir secret, on a le même âge. On a donc grandi avec des années plutôt compliquées au niveau des résultats de la Saint-Étienne. Est-ce que tu as quand même été marqué par des générations ou des joueurs en particulier? Oui, j'ai entendu dans le podcast que tu as fait avec André Laurent que Lubo t'avait marqué. Évidemment, Tout à moi, fait. Lubo, c'est quand j'étais gamin, c'est les images Panini, c'est le joueur. On disait pas encore ça à l'époque, mais c'était le joueur frisson quand on allait à Geoffroy Guichard. C'était le joueur star. Donc j'ai adoré Lubo. Après, il y a d'autres joueurs qui m'ont marqué à d'autres périodes. J'ai beaucoup aimé Stéphane Pedron. Je me souviens que c'est un joueur qui j'ai toujours eu d'ailleurs beaucoup d'affect pour les 8, pour les numéros 8. Ça a toujours été mes joueurs préférés. J'ai toujours préféré Gérard à Ronaldinho, ou je sais pas, ou Lampard à Ronaldo Nascimento. Euh, donc il y a eu Pedron. J'ai je me souviens aussi d'avoir bien aimé Metomo, que ça devait être à peu près Oui. une période similaire. Et puis plus récemment, enfin même si c'est pas non plus hyper récent, Fainduno, parce que Fainduno pour moi c'est vraiment mes années actives où effectivement il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais sur un 0-0 de fin novembre contre Lorient, bah il te sauvait le match sur un contrôle en fait, sur un geste. Tu voyais un geste de Fainduno, t'avais gagné ta soirée. C'est quand même vraiment un mec à part, les mecs qui te font aimer le football et qui te font payer ta place quoi. Tu me fais une passe D pour venir un peu sur ton parcours. J'ai lu récemment dans une interview que tu disais que tu t'étais passionné pour la gastronomie et la cuisine. À quel moment tu as privilégié plutôt le journalisme et est-ce que c'était pour toi une façon d'intégrer ce monde du foot à défaut peut-être d'avoir pu le faire en tant que joueur si enfant tu avais ce rêve comme beaucoup d'entre nous? Bon, j'ai eu ce rêve comme beaucoup d'entre nous, mais il a duré mon premier entraînement à Saint-Charles-de-la-Vigilante. J'ai vite compris que j'étais pas dans le. On a le même âge que Loïc Perrin, tous les deux aussi, et Loïc Perrin jouait à Saint-Charles-de-la-Vigilante. Même si on était que des gamins, on aurait pu dire ce mercredi après-midi de 1900, j'en sais rien, ça devait être 1990 ou 1989. Je pense que n'importe qui avait des yeux aurait pu dire ce sera plutôt Loïc Perrin que moi. Donc non, moi honnêtement, ça a jamais été un rêve de devenir footballeur. Ça a jamais été un rêve de devenir sportif professionnel parce que j'adore ça, mais j'ai jamais eu de talent, j'ai jamais eu d'aptitude, particulière. Je pratique beaucoup de sport, mais j'ai toujours eu conscience que ça resterait très, très, très amateur. Par contre, j'ai pensé toute ma jeunesse que je travaillerais dans la restauration. Je me suis toujours, toujours, toujours destiné à la restauration. J'ai toujours pensé que ce serait ça. Très 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 enfant, moi je m'en souviens pas, mais mes parents et mes frères et sœurs m'ont ensuite raconté que très petit je parlais déjà de ça, de Ok. travailler dans un restaurant en particulier où on allait une fois de temps en temps en vacances, mais bon peu importe. Donc ça a toujours été ça. Et puis tout en développant par ailleurs ma passion pour le sport et pour le foot. Donc c'est vraiment deux choses
qui ont grandi parallèlement. Et puis en première, je me souviens avoir fait des stages justement en restauration, parce que j'étais convaincu que c'est là que j'allais. Des stages, c'est des stages de 2 semaines, je crois. Mhm. Et moi, donc déjà, contrairement à tous mes potes qui allaient faire des stages d'observation dans des entreprises où ils faisaient 3 photocopies, puis en fait ils faisaient rien. Moi, je bossais vraiment. On te met au service, on te met à la plonge, on te fait bosser, ce qui est cool. Et surtout, je me suis rendu compte que le samedi soir, t'imagines bien quand t'es en première, les semaines de stage, le samedi soir ou le vendredi soir, tous tes potes sortent parce que c'est plus ou moins les vacances, t'es en stage. Mhm. Toi, tu bosses. Et puis le dimanche soir et le lundi, là où toi t'as du temps, et ben eux, ils sont de nouveau en stage et voilà. Donc j'ai très vite perçu que la restauration, c'était vivre à contrario des autres, c'était travailler quand les autres Ouais. s'amusent. Et c'est là où je me suis dit, ok, je le ferai peut-être un jour. Et je continue à penser que je travaillerai peut-être un jour dans la restauration, mais pas quand t'as 20 ans. Tu vas pas supporter l'idée d'être à ce point à contrario des autres. Et je suis parti vers les métiers de la radio dans un premier temps, avec dans un coin de ma tête l'idée de faire du sport, mais d'abord de devenir journaliste. Et on va dire que le comble dans tout ça, c'est qu'au final, je suis journaliste sportif et que je travaille le samedi soir, le dimanche soir, le vendredi soir, quand les autres s'amusent. Mais voilà, c'est quand même un peu moins, c'est un métier très prenant, mais moins contraignant que la restauration. Comment tu t'es retrouvé à commenter les matchs de la Saint-Etienne? Je me rappelle qu'à l'époque, tu vivais, je crois, sur Amiens et que tu revenais très régulièrement à Ouais, Geoffroy Guichard. exact. Donc j'ai commencé ma carrière de journaliste à Amiens en Picardie parce que quand j'ai fait mes études à Paris, l'un des profs était le rédacteur en chef d'Europe 2 Amiens, enfin Ok. d'Europe 2 France, et cherchait des localiers. Donc je suis parti à Amiens parce qu'il y avait une place à Europe 2 Amiens. Et j'ai fait un an là-bas, un an et demi là-bas. Ça doit être janvier 2005, août 2006, ouais. Et dans l'été 2006, Active Radio met une pub sur sa propre antenne en disant Active Radio est à la recherche d'un commentateur. Ok. Mais à ce moment-là, Active Radio, c'est rien du tout, hein. C'est vraiment une toute petite radio déjà commerciale dans les statuts, mais qui est une émanation de Loire FM ou de Forêt FM, de Loire FM, je crois. Euh, et avec à sa tête Maxence Bertolon et Romain Mazodier, qui eux ont dans l'idée de professionnaliser la radio, d'en faire quelque chose, de faire une chouette radio locale. Et c'est mon frère Colin qui entend ça par hasard dans la voiture et qui me dit, écoute, j'ai entendu là, il y a une radio qui cherche un commentateur. Je dis ok, je postule, ils me font venir et effectivement pendant un an, je travaillais la semaine en matinalier à Amiens et je revenais les week-ends pour commenter les matchs pour Active Radio. C'est comme ça que je suis venu. Quand je me souviens très bien de mon premier commentaire de match, qui était un Saint-Étienne-Lens, avec une victoire 3-2 de Saint-Étienne. J'ai eu de la chance, c'était un match où il se passait des choses. C'est toujours plus difficile de briller dans les 0-0 que dans les 3-2. Donc voilà. Et ça, je le dois à Romain Mazodier, à Maxence Bertolon et à Active Radio, qui m'ont fait confiance, qui ont vu en moi, je pense, une forme d'expression et de connaissance du foot, mais aussi parce que c'était la volonté d'être la radio des supporters des Verts, pas la radio officielle de la SSE. Non, c'est la radio des supporters. Et ils ont vu en moi le supporter et le passionné, quoi. C'est une période où il s'est passé plein de choses. Tu gardes quel souvenir marquant? Parce que ça a joué aussi bien le maintien que le haut du classement. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui avec le recul? Je garde. Tu parles de toute ma période active? Oui. Oui, oui. Je garde. Alors, je garde cher à mon cœur les premiers déplacements européens, déplacements à Tel Aviv pour jouer contre l'Hapoel Tel Aviv. Avec, encore une fois, avec mon frère Colin. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce frère-là dans le foot. Je garde le derby et le 100e, forcément. Je garde, pour une raison que j'ignore, mais la passation Alain Perrin, Christophe Galtier. Je me souviens, peut-être qu'on était d'ailleurs possiblement tous les deux, toi et moi, à l'Etra, un soir de décembre ou de janvier. Il faisait un froid de canard, on était à l'extérieur.
Je me souviens je me souviens de ça. Je me souviens du match à Boulogne où tu te sauves Ouais. avec l'année avec Viviani dans la cage. Mais c'est vrai que quand j'y pense, là tu me pousses à chercher dans ma mémoire. Tout ça est un espèce d'ensemble. Euh, un- un- j'ai- la finale de la Coupe de la Ligue, oui et non. Parce que Ok. j'étais très heureux de la victoire, mais actif, je travaillais seul. Et c'est un truc où en fait t'es pris dans une espèce de tourbillon terrible et où tu célèbres pas en fait. Tu célèbres pas cette victoire. Donc en fait ce qui va me rester c'est plutôt les matchs où justement j'ai pu commenter et ensuite célébrer la victoire avec des potes, avec mon frère. Euh, donc il y a le derby à Lyon, il y a le 3-0 qu'on leur met à domicile aussi avec but de Bayal, de Ricky et de Gradel je Ricky. crois. Ou Je crois que c'est ça, ouais. ouais, c'est peut-être pas Gradel, ou Les peut-être deux premiers, je suis sûr. Bayal, Ricky et j'ai un doute entre Coad et Gradel pour la dernière. Peu importe. Et puis aussi, j'ai un souvenir. On va dire qu'il y a quand même une temporalité dans ce que je dis parce que j'ai le souvenir du match à United, puisqu'à ce moment-là, c'est une année où déjà je sais que je vais partir d'Active. 2017, ça doit être, c'est Ouais, ça? exactement. 2017, je sais que je vais quitter Active. Je dis Active, je vais pas vous lourder en plein milieu de saison. Euh, Parce que j'avais déjà commencé à piger pour RMC depuis le Ok. début de l'année. C'est-à-dire que mes jours de repos actifs, je partais à Paris pour piger. En général, ça me coûtait plus cher en train qu'en pige, mais il y avait une idée derrière, c'était d'intégrer RMC. Et, euh, et quand j'ai fait le match retour à United, je savais un peu en moi que c'était la fin de l'aventure Active Radio. Donc il y a il y a ce match-là où justement je tombe sur Jeannot Rességuier d'RMC à Old Old Trafford Trafford. où on discute, où je lui dis bah oui effectivement je vais arriver chez vous dans pas longtemps. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Mais il y a beaucoup d'Europe dans mes souvenirs, beaucoup d'Europe parce que j'ai quand même fait des trucs actifs avec pris le parti de me faire confiance là-dessus. On partait en Moldavie en plein mois d'août et en fait on était les seuls. C'est là où on faisait les meilleures audiences parce que là c'était pas retransmis à la télé, on était la seule radio. Mm. Euh, les matchs en Danemark, en Norvège, je suis un passionné de voyage, donc forcément c'est un truc qui est lié aussi, qui compte aussi. Ouais. Et justement, tu parles de ton départ pour RMC. Tu avais un peu plus de 30 ans. Tu étais bien installé. Tu faisais partie, on va dire, des journalistes sportifs qui comptaient à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui t'a décidé, motivé à sortir de ton confort à ce moment-là? Ce confort-là, j'en étais déjà sorti avec mon passage à la S Saint-Étienne, à la COB. Euh, j'ai aimé toutes mes années à Active Radio. Et je dis pas ça pour faire genre, je les ai toutes aimées. Quand je suis parti à RMC, quand je suis arrivé, déjà je me faisais une montagne du niveau d'exigence. C'est très exigeant RMC, mais je me disais il doit y avoir un tel décalage Paris-Province, il y avait un peu un complexe d'infériorité. Et je me suis aperçu en arrivant là-bas que la plupart de mes collègues qui faisaient le même job que moi, déjà ils avaient 7 ou 8 ans de moins que moi, puisque je Ok. suis arrivé là-bas effectivement à 33 ans, 33, 34 ans. Et moi, je bossais en fait avec des mecs qui en avaient 25, 26, qui sortaient d'école, qui s'étaient Mhm. pas posé la même question que moi en se disant est-ce que j'ai le niveau. Euh, et a posteriori, je peux dire que j'aurais dû, j'en sais rien, peut-être, partir d'Active 3 ou 4 ans plus tôt. J'étais mûr 3 ou 4 ans plus tôt pour D'accord. partir. Ça s'est fait comme ça. Ce qui m'a poussé à partir, c'est peut-être une sensation de fin de cycle avec Active où j'étais un peu arrivé au bout. Et pour être tout à fait transparent, c'était aussi une fin de cycle sur un schéma plus personnel et plus intime. Voilà. Donc Ok. j'arrivais au bout d'une histoire et je me suis dit que c'est peut-être cette histoire qui m'a fait rester à Saint-Étienne plus longtemps. Mhm. Et quand celle-ci s'est arrêtée, je me suis dit c'est le moment. Voilà. Pour revenir à ton arrivée à RMC, comment tu as été accueilli? Parce que justement, on peut faire, tu parlais de complexe, du petit gars de province, hein, c'est le gros cliché, mais est-ce que tu as dû faire tes preuves plus que d'autres peut-être? Non, alors pas plus que d'autres, pas moins que d'autres. Le complexe de petit gars de province, il s'est évanoui très vite.
Parce que, alors d'abord il y avait Anaïs Sainz qui avait travaillé à Active Radio, qui travaillait pour les grandes gueules et qui a facilité mon intégration là-bas. Elle travaillait pour les informations généralistes et moi pour les sports, mais ça a quand même facilité les choses. Et puis je me suis aperçu que je ne travaillais qu'avec donc des gens plus jeunes que moi, qui avaient les mêmes aptitudes que moi, pas plus, pas moins, qui n'étaient pas meilleurs que moi, qui n'étaient pas moins bons non plus. En revanche, j'avais un vrai coup d'avance et je m'en suis rendu compte dans l'attitude des rédacteurs en chef sur la débrouillardise, quoi. C'est-à-dire, on t'envoie quelque part, tu nous appelles pas 25 fois dans la journée parce que tu trouves pas ta voiture de loc, parce que le rendez-vous que tu avais pris est en retard ou machin. Non, ça, j'avais appris à le faire, j'avais appris à me gérer tout seul. J'étais un peu plus mature dans le fonctionnement. Pas dans le journalisme, mais dans le fonctionnement. J'étais un peu plus mature et j'ai tout de suite vu que c'était vachement apprécié par ma direction, par mes rédacteurs en chef. Et donc, à partir de là, ça c'est... Non, ouais, le complexe s'est évanoui assez rapidement. En revanche, pour ce qui est de faire ses preuves, RMC, c'est une lessiveuse. Et j'ai été à RMC de 2017 à 2023. Et j'ai encore des exemples en début 2023, où on me demandait encore de faire mes preuves, en fait. Donc, ça s'arrête jamais. Il y a une pression qui est terrible dans cette boîte, qui est positive, parce qu'elle te pousse à être meilleur, mais qui en lessive plus d'un. Et c'est une boîte qui a eu quelques burn-out et autres, et je l'entends tout à fait. Voilà. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai adoré ce que j'ai fait là-bas, mais il faut être prêt à leur donner ta vie et à leur donner un investissement total. Et justement, toi, tu as repris depuis ta liberté. Tu es donc freelance. Tu travailles pour plusieurs rédactions, plusieurs médias de portée nationale. Et je me pose la question, toi qui côtoies des journalistes de toute origine, de toute culture foot, ils ont quelle image de la Saint-Étienne aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un club qui compte? Est-ce que c'est devenu un club lisse, un club lambda? Alors un club lambda, non. C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je l'ai jamais ressenti. Par exemple à RMC ou à la chaîne L'Équipe. Non, c'est pas un club lambda. Je pense que ce sera jamais un club lambda. Oui. Je l'espère. Notamment, tu vois, quand je pense à mes années RMC, c'est aussi c'est des années où le suivi de Saint-Étienne c'était important. C'était pas Paris-Lyon-Marseille, mais c'était pas non plus Lorient ou Metz, quoi. Donc il y avait de l'importance donnée à Saint-Étienne dans les médias nationaux, et c'est logique et je t'apprends sûrement rien. Ce qui compte, c'est que quand tu parles d'un club, les gens t'écoutent, hein. C'est les courbes d'audience. Si sur la chaîne L'Équipe, tu as les audiences quart d'heure par quart d'heure, si quand tu parles de Saint-Étienne, tu as un creux, tu parleras plus de Saint-Étienne après. Okay. En revanche, tu as des pics quand tu parles de Paris, parce qu'il y a 10 millions de Parisiens, donc on parle énormément de Paris. La raison, elle est là. Non, chez les confrères, il y a pas de... C'est pas un club lambda, mais il y a une espèce de... de tendresse un peu sépia, tu vois, un peu... Et c'est ça me rend un peu triste, parce que c'est la preuve que le club est devenu un club un peu sépia, quoi. Un peu, c'est pas n'importe quel club parce qu'il a son passé, pas parce qu'il a son actualité. J'aurais pu expliciter ma question. Elle était dans le sens de dire il y a beaucoup de journalistes qui aimaient la Saint-Étienne dans les rédactions. Je suis en cité de tête Christophe Josse, David Berger, Denis Balbir, et j'en oublie plein. Sans leur faire offense, c'est des gens qui avancent dans l'âge, qui ont connu l'épopée des Verts ou qui sont nés à peu près à ce moment-là. Et ma question, c'était dans le sens, est-ce que quand toi tu proposes par exemple des sujets ou que tu veux prendre la parole sur Saint-Étienne, est-ce qu'on te la donne facilement? Notamment, cette analyse que je fais, elle est étayée par le fait qu'à une époque, RMC qui fait des podcasts dédiés à certains clubs en avait un sur Saint-Étienne où je t'écoutais d'ailleurs très régulièrement. Et je crois que c'est le seul qui s'est arrêté. Alors je sais pas si c'était une question d'audience ou d'intérêt, mais voilà, ma question c'était est-ce que Saint-Étienne est devenu un club moyen de ce championnat français? Malheureusement oui. Malheureusement oui. Au moment où le podcast synthé de l'After s'arrête, il est remplacé par Lens, parce que tu as des dynamiques opposées. Et qu'en fait, ça fait toujours, ça marche toujours mieux de parler d'une équipe qui va bien, d'un truc enthousiasmant. Et c'est vrai que Synthé est quand même, depuis 3-4 ans, un club moins enthousiasmant. Pour ce qui est des journalistes, et tu as raison, il y a une forte propension de journalistes stéphanois. C'est assez...
Enfin, je l'explique pas précisément de savoir pourquoi il y a. Enfin, t'as cité des gens d'un certain âge, mais moi je vois aussi les chefs d'aide, les mecs au web, à RMC, à la chaîne L'équipe. T'as plein de gens qui sont pro-stéphanois et voilà. Alors la raison je la connais pas, si ce n'est peut-être comme je te l'ai dit que quand on est à Saint-Étienne, on a un rapport au foot qui est particulier et que donc quand il y a peut-être pas que toi et moi qui avons décidé de vivre de ce rapport. Voilà. Mais oui, après, oui, Saint-Étienne, dans l'actualité pure et dure, est un club moyen. C'est redevenu un club médiatiquement, pour le coup, un peu lambda. La différence, je trouve, que tu as avec d'autres clubs, c'est que le jour où ça remarchera, tu sais que tout de suite, le storytelling va s'enflammer immédiatement. Ce qui va pas être le cas avec tu vois même Strasbourg par exemple, même Strasbourg qui fait une bonne saison cette année, s'ils vont en Coupe d'Europe, évidemment que ça va être traité, mais quand Saint-Étienne est en Coupe d'Europe, ça fait plus de bruit que quand Strasbourg est en Coupe d'Europe ou Rennes voilà. À l'exception de Paris-Lyon-Marseille, je pense que on est le plus gros des petits clubs. C'est une belle conclusion pour passer à la partie suivante, si tu veux bien. Parler un peu du rapport journalisme-communication. Toi et moi, on est tous les deux des jeunes anciens ou des anciens jeunes. Je sais pas comment il faut le prendre. Ça fait un peu une petite vingtaine d'années qu'on est dans le circuit. On a vu, notamment à Saint-Étienne, voilà, les services communication qui ont beaucoup gonflé, musclé leurs effectifs. Des fois, ils nous facilitent les choses. Des fois, ça peut compliquer un peu la tâche. Tu as quel regard là-dessus et la façon dont ça se passe dans ton travail à toi? J'ai un regard assez sévère sur la communication dans le football, à Saint-Étienne ou ailleurs. Hein. C'est pas, je vise pas la com de Saint-Étienne en particulier, même si je pense que elle a connu des années très difficiles, que c'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est des années moins difficiles aujourd'hui pour la com stéphanoise, mais elle a connu sous la houlette de certains directeurs communication des années vraiment cataclysmiques qui n'ont pas servi les intérêts de la Saint-Étienne. D'une manière générale, la com dans le foot est devenue complètement parano. Il y a moi un des trucs qui m'a le plus marqué la première fois que je suis allé au camp des loges, c'est qu'en fait, quand tu rentrais au camp des loges en tant que journaliste, il y avait une coursive entre deux grillages. Et ça m'a rappelé ce qu'on m'avait expliqué plus jeune de ces maisons bourgeoises, tu sais, où il y avait des salons et où en fait il y avait des coursives dans les murs pour que les servants et les servantes puissent passer sans être vus. Parce que ils étaient pas de la même caste, de la même catégorie sociale et tout. J'ai trouvé ça dégueulasse et je trouvais que ça résumait tellement en fait où en était la communication. On est devenu en fait un peu des nuisibles qui doivent passer dans les murs pour pas être vus et pour pas être en contact. Je trouve ça détestable. Ça, mais c'est pas une vision égotique, c'est pas une vision personnelle d'être traité comme ça. Je m'en fiche. Sauf qu'il y a un oubli de la part de la communication et du football moderne en général, c'est que le journaliste, il est l'interface entre le club et son public. Le journaliste, tu peux, tu peux pas maltraiter, mal percevoir le journaliste parce qu'en fait c'est ton public. C'est juste le mot média au sens propre. C'est le moyen entre deux personnes, entre une actualité et le grand public, entre un match et le grand public. Et en fait, on est juste là pour ça. On n'est pas là. Les journalistes, ils viennent pas aux conférences de presse. Il y a quelques exceptions, mais ils viennent pas aux conférences de presse pour se faire mousser, pour exister. Ils viennent parce qu'ils ont une audience, ils ont des lecteurs, ils ont des téléspectateurs, et qui sont là pour leur donner à manger sur leur passion, qu'est leur club. Donc en fait, je trouve que la façon dont les médias sont perçue aujourd'hui, elle est pas très chouette. Euh, En Italie, par exemple, je trouve que les médias ont encore, il y a encore un rôle. Moi, je veux pas. C'est pas parce que, encore une fois, c'est pas égotique, mais le journaliste de la Gazzetta à Turin, le journaliste de Sky à Milan, c'est pas un notable, mais c'est quelqu'un qui compte, tu vois. Franchement, ce statut-là en France, il a disparu il y a 30 ans et voilà, il y a une espèce de défiance vis-à-vis des journalistes qui, à mon avis, est indue parce qu'encore une fois, on est juste le média entre le club et les supporters, quoi. Et que sans supporters et sans public, le foot disparaît.
ce que les clubs répondent des fois à ça, c'est qu'aujourd'hui, ils n'auraient plus besoin de nous, dans le sens où avec les réseaux sociaux, ils s'adressent directement à leur public. Oui, sauf que le public, il est pas dupe non plus. Il sait très bien que sur les réseaux sociaux, un club va communiquer que ce qu'il veut communiquer. C'est à ce moment-là, c'est la Pravda. Voilà, enfin, les journalistes sont là pour raconter toute la vérité, pour raconter 360 degrés de vérité. Là où les clubs, s'ils utilisent que leur moyen de communication, ça veut dire que son public n'aura qu'une vision partielle de la réalité. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, donc je trahis pas un secret, tu as travaillé quelques mois au service communication de l'ESS avant de revenir à Active, ce qu'ont fait beaucoup d'ailleurs de journalistes. Hein. Qu'est-ce qui fait que toi, contrairement à beaucoup, tu as choisi de faire marche arrière? Bah, j'ai pas choisi tout seul de faire marche arrière. Okay. On s'est pas entendu. La première chose, c'est que je remplaçais Eric Fage, qui, quand je suis arrivé, avait plus de 50 ans. Moi, j'en avais 27. Donc, j'avais dans l'idée que si on me demandait de venir, c'était pour proposer des choses, pour apporter quelque chose de neuf. Et je suis arrivé dans des bureaux à l'ETRA qui étaient totalement sclérosés. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, en fait, c'était des bureaux où le but c'était pas de bien travailler, c'était de garder sa place. Okay. Le but c'était d'être le dernier à parler dans le bureau de Romeyer parce que avec Romeyer c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'était très politique et en fait quand je dis que c'était sclérosé, c'est ça, c'est qu'en fait tout le monde voulait à tout prix garder sa petite carte de visite avec son nom et en dessous marqué SSE, mais personne voulait travailler vraiment. Et personne voulait changer les choses, personne voulait moderniser les choses. Quand tu proposais, il m'est arrivé de proposer des choses modernes, enfin qui me semblaient modernes à l'époque, et qu'on en rit, tu vois. Je trouve, en fait, a posteriori, on peut trouver ça grave. Là, les choses ont changé, hein, je pense depuis, je l'espère, et j'ai pu le constater, ça a en partie changé. Par ailleurs, il y avait un traitement à cette époque-là, on parle de 2011 encore une fois, un traitement et une considération pour les supporters qui m'était pas supportable dans la mesure où moi j'avais encore mon père qui payait ses places pour aller en Henri Point et que j'avais encore mon frère qui payait son abonnement pour aller en Cop Nord. Et puis même si ça y avait pas eu mes frères et sœurs, tes supporters c'est ceux qui te font bouffer, donc tu peux pas parler d'eux, tu peux pas les traiter de badabeux. Donc ça m'a valu des prises de bec assez violentes ça s'appelait les réunions de directoire ou je sais pas quoi, où il y avait tous les directeurs de service. Et puis il y a un truc auquel on est habitué, toi et moi, en étant journaliste, c'est une forme de liberté de parole. Et la communication, c'est l'inverse de la liberté de parole. On décide de ce qu'on va dire, on décide que les choses vont être dites de telle façon, avec tel mot, presque à la virgule près. Et c'est quelque chose que j'ai pas supporté et que je n'aurais supporté nulle part ailleurs. Donc voilà, donc tout ça a fait que j'ai pas été très heureux là-bas, que je pense que ça s'est senti. Je l'ai toujours raconté. Le premier match que je fais pour la Saint-Etienne à la Com, c'est à Bordeaux, un déplacement à Bordeaux. Et une fois que j'ai fait les activités d'avant-match liées à la communication, je vais en tribune de presse à Chabandelmas et je vois la personne qui m'a remplacé à Active. Et dans un coin de ma tête, je me dis qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire que j'ai les boules de pas commenter le match. Et ça aura été l'immense leçon de ce passage à la Saint-Etienne et je suis très heureux de l'avoir fait. On peut considérer que c'est un échec, hein, ça a duré quelques mois, mais c'est que ça m'a permis de comprendre que ce que je voulais faire, en tout cas ce que je voulais pas ne plus faire, et je voulais continuer à commenter des matchs. Et voilà, donc ça a été une super leçon à ce titre-là. Et pour être tout à fait transparent, la possibilité de travailler à la communication est revenue plus tard. Okay. Pas pour Saint-Etienne, pour un très grand club français. Et j'ai refusé parce que j'étais fort de cette expérience et que même si j'aurais... ça me fait toujours marrer d'ailleurs parce qu'il y a toujours des débats en disant ouais mais tel joueur il s'en va et t'as toujours quelqu'un pour te dire ouais mais attends si on te double ton salaire tu serais allé. Bah là il se trouve que ce grand club français du sud de la France m'aurait proposé de doubler mon salaire actuel, mais je n'y suis pas allé parce que je savais que j'aurais pas été heureux.
Cette expérience dans la communication, bon, elle s'est refermée, c'était une parenthèse. Est-ce qu'elle t'a servi, ou en tout cas, est-ce que tu as pu t'appuyer dessus dans ta deuxième vie de journaliste? Bah, alors, elle m'a servi pour la raison que j'ai évoquée, le fait de savoir exactement que je voulais ne plus commenter de matchs de foot, que commenter des matchs, c'était une part de moi et qu'il fallait pas que ça s'arrête. Oui, ça m'a servi parce que ça m'a servi aussi dans une forme d'empathie, tu vois, de compréhension de ce à quoi est soumis l'attaché de presse qui est face à toi. Tu vas lui demander une interview, il va te la refuser. Toi, peut-être qu'avant cette expérience, j'aurais dit putain, mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi on me refuse telle ou telle interview? Pourquoi ils ferment? Ils sont complètement parano et tout ça. Bon, je continue à penser qu'ils sont parano, mais tu vois, il y avait un côté fermeture, et après, ça m'a donné une meilleure compréhension et du coup peut-être une meilleure façon de m'adresser à eux. Quand j'étais à RMC, on était détenteur de droit en Ligue des Champions, et on m'a quand même expliqué par la suite, après cette expérience à RMC, que bah, je faisais partie des journalistes avec lesquels que l'UEFA aimait bien avoir en bord terrain, parce que j'étais poli, parce que j'étais courtois, parce que j'étais correct, parce que je pétais pas un plomb si je faisais un match du Real et qu'on m'envoyait pas Benzema, parce que j'avais conscience peut-être que bah il y a parfois des paramètres que nous on peut pas avoir. Et j'ai peut-être aussi pris conscience que c'est en demandant les choses gentiment et en considérant qu'elles ne t'étaient pas acquises c'était le meilleur moyen de les avoir. Donc voilà. On va rester sur ce terrain de la communication pour basculer dans la dernière partie, que je vais orienter un peu plus actu si tu es d'accord, notamment pour évoquer la saison de la Saint-Etienne. C'est un euphémisme de dire qu'elle est compliquée. Pourtant, il y avait beaucoup d'enthousiasme l'été dernier entre la remontée en Ligue 1, l'arrivée des nouveaux propriétaires. Est-ce que tu t'attendais à cette saison un peu chaotique, ou en tout cas très difficile? Non. Alors, au vu du recrutement estival, je m'attendais à ce que ce soit horrible jusqu'à l'hiver. Je savais que ce serait difficile. Il me semblait avoir noté qu'on n'avait pas une équipe de Ligue 1, et que d'ailleurs fondamentalement on n'avait pas une équipe pour monter de Ligue 2 en Ligue 1. On l'a fait, mais quand tu regardes la deuxième partie de saison passée avec un peu de recul, il y a une part de réussite qui est insolente. Ouais, carrément. J'ai pas de problème à le dire. On s'est beaucoup plaint. Certains se plaignent de l'arbitrage cette saison. L'année dernière, on a une deuxième partie de saison. On est complètement verni auprès de l'arbitrage. Le match contre Auxerre, on doit jamais le gagner. Enfin, voilà, il y a. Donc en fait, on a eu de la chance et on n'a pas su se rendre compte que notre équipe, bah en fait, son niveau c'était peut-être entre la 7e et la 12e place de Ligue 2. Donc ça me semblait très difficile. Mais en début de saison, je me disais bon, ça va être dur. On va essayer de grappiller quelques points sur la première partie de saison. Et puisqu'on a de nouveaux investisseurs, ça sera corrigé. Et puis, bah, ça n'a pas été corrigé. Et ça, je m'y attendais pas. Et il y a une part de déception que je partage avec tous les supporters, je pense. C'est qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait un peu d'argent qui soit mis, en tout cas le minimum syndical, pour avoir un effectif rassurant, aller chercher un ou deux milieux de terrain et un ou deux défenseurs vraiment au niveau Ligue 1. Ça s'est pas fait. Voilà, moi l'explication je l'ai pas. Je me suis toujours dit que cette première année, le tout c'était de rester en Ligue 1, de se maintenir, et qu'en fait j'étais totalement prêt à laisser du temps à Kilmer Sport Venture à la tête du club, à condition de pas descendre et de pas perdre du temps. Si on descend, on sait jamais quand est-ce qu'on va remonter, C'est sûr. et on va perdre, on va perdre un an ou deux, c'est sûr, mais peut-être 3 ou 4 ou 5. Et ça m'angoisse terriblement, parce que Saint-Étienne en Ligue 2, c'est une souffrance, quoi. Et justement, le trait d'union avec ce dont on parlait avant, c'est la communication, qui est un des reproches qui est adressé aux responsables de Kilmer, qui sont très discrets, on va dire. Est-ce que toi, pour les médias que tu représentes, tu as pu parler un peu avec eux de leur projet? Ils ont fait le minimum pour l'expliquer. Voilà, il y a eu quelques interviews l'été dernier, mais depuis, c'est quasiment silence radio. Moi, j'ai pu leur parler, non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'actionnaire de l'AS Saint-Étienne, puisque mon père faisait partie des petits porteurs qui avaient été sollicités en 95 ou quelque chose comme ça, et il avait acheté de microscopiques parts de l'AS Saint-Étienne.
Et mon père est décédé et on les a récupérés avec mes frères. Donc en fait, on est aux assemblées générales, donc ça nous a permis de rencontrer Gazidis notamment. Donc c'est la seule occasion que j'ai eu de lui parler, mais médiatiquement non, j'ai eu aucune occasion de lui parler. Moi, j'adorerais arriver à le faire venir dans l'équipe du soir ou pour un média pour lequel je travaille, mais c'est vrai que c'est très très délicat. Cette direction est conseillée par un groupe parisien qui s'appelle Havas, qui partout où il a mis les pieds dans le football a toujours montré son incompétence et ils sont en train de le montrer à nouveau. C'est extrêmement difficile de travailler avec eux. Il y a une condescendance Paris-Province qui est à gerber. Donc en fait, voilà, ils sont mal conseillés, ils sont trop discrets d'une, mal conseillés d'autre part. Moi, s'ils étaient silencieux, mais qu'on avait des résultats, ça me dérangerait pas, comme tout le monde. Évidemment. Sauf que quand on n'a pas, tu as envie d'explications, tu as envie qu'on te parle. Ils ont demandé du temps, et ça, encore une fois, je le redis, le temps, moi, je suis prêt à leur donner tout le temps nécessaire, à condition que Saint-Étienne soit en Ligue 1. Ça me fait, de dire ça me fait aussi un peu penser au podcast que tu as fait avec André Laurent, c'est où il dit, en fait, peu importe, Saint-Étienne, peu importe qu'il soit 17e ou 5e ou 2e, Saint-Étienne doit être en Ligue 1, c'est juste ça. Et je pense que pour Saint-Étienne, pour la ville, pour toi, pour moi, pour 400 000 autres Stéphanois ou de la région stéphanoise, Saint-Étienne doit être en Ligue 1. Et même pour le football, Saint-Étienne doit être en Ligue 1. Je pense que le football qui a tout le mal du monde à se vendre, à vendre ses droits, la Ligue de football professionnel, à mon avis, s'inquiète. Enfin, elle a beaucoup de soucis en ce moment, mais je pense qu'elle s'inquiète aussi de voir. Alors tout le monde a envie de voir le PFC monter parce qu'il y a un truc qui se passe, mais je pense que sans faire offense à Metz, Saint-Étienne ou Metz, la Ligue préférait que ce soit Saint-Étienne, tu vois, parce que c'est un beau stade, c'est un stade plein, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui vibre, c'est un storytelling, c'est 2 derbys dans l'année. Enfin, c'est des choses indispensables à la qualité de l'histoire, de la façon dont on raconte la Ligue 1, quoi. Tu avais un peu la même théorie ou constat que moi, c'était de dire bon, Kilmer a quand même mis de l'argent l'été dernier, faut pas le cacher. Et d'ailleurs, ils ont mis de l'argent à bon escient, parce que quand tu regardes, à part Abdelhamid, qui est un four et qui était à mon avis prévisible pour personne, moi je leur en veux presque pas pour Abdelhamid. T'aperçois que Benold, quand on l'a vu jouer, c'était pas mal, il venait de nulle part, mais c'était pas mal. Stassin, ils ont mis de la thune. Stassin, je suis dans une équipe qui va aussi mal. Je vais regarder, il est quasiment impliqué sur la moitié des buts sur la saison. Dans une équipe qui va aussi mal, bon bah c'est un bon investissement. Davitashvili, pareil, il est agaçant, mais il a marqué un nombre de buts, un nombre de passes décisives impressionnant. En fait, les recrues, elles sont loin d'être mauvaises, mais juste il y en a pas eu assez, puis elles n'étaient surtout pas encadrées par suffisamment de joueurs d'expérience, quoi. Et un manque de cadre et peut-être qu'on pouvait s'attendre, en tout cas c'était mon cas, à ce que le tir soit rectifié au mercato d'hiver. Et finalement, il s'est rien passé. On nous a expliqué que l'équipe avait le niveau, que le changement d'entraîneur allait tout régler. On voit que c'est pas le cas. Est-ce que on peut y voir un manque d'humilité par rapport à ce championnat français? Un manque d'humilité, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une grosse erreur d'analyse de notre effectif. Parce qu'en fait, la défense qu'on a, c'est une défense de bas de tableau de Ligue 2. On a sur les 4 qui sont alignés chaque semaine, il y en a 2 qui sont des joueurs de Ligue 2, qui allaient le jour où ils vont surperformer à 130%, sont des joueurs de bas de tableau de Ligue 1, et il y en a 2 ou 3 sur les côtés là qui sont des joueurs de National Plus, quoi. C'est tout. Donc en fait, penser que changer d'entraîneur, ça va régler les choses, c'est une vue de l'esprit complète. Moi, j'ai été très agacé. J'aime bien Olivier Dalloglio, je l'aimais bien comme entraîneur à Dijon, je l'aimais bien à Brest, j'étais content quand il est arrivé à Saint-Étienne, je l'ai jamais caché, c'est un type qui en plus humainement est un mec sympa, mais je m'en fous en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est que mon équipe elle soit en Ligue 1, et Orneland je lui souhaite tout le bonheur possible et je lui souhaite toute la réussite du monde, et j'ai qu'une envie, c'est qu'il prouve que c'est le bon choix. Sauf qu'en fait, enfin je l'ai écrit, je l'ai tweeté, je l'ai machin, quand t'as cette équipe là, mais tu peux mettre Ancelotti sur le banc avec Guardiola et Klopp comme adjoint, tu n'auras pas de meilleurs résultats. Tu ne fais pas des chevaux de course avec des ânes de trait. Ouais. Donc,
tant que tu auras Petro, Apia, euh, Mouton, enfin, qui sont des mecs charmants, hein, je dis pas c'est pas le problème, c'est pas pour les crépir que je le dis, c'est juste que, et puis je pense qu'ils sont très malheureux, eux, le soir après le match, de pas avoir été à ce niveau et de se rendre compte qu'ils ont pas le niveau de la Ligue 1. Mais on a tous été déçus après des matchs de se dire, en fait, j'ai joué trop haut pour mon niveau. Donc, on a une équipe qui est trop faible. C'est pas de l'humilité vis-à-vis de la Ligue 1, c'est penser qu'un entraîneur peut tout régler quand tu as une équipe aussi faible. Si tu as une équipe avec des joueurs de foot, je pense que Montpellier, par exemple, peut se les bouffer. Parce que Montpellier, ils font une saison cata, mais dans leur équipe, il y a quand même un certain nombre de joueurs de foot. Donc ça veut dire que manager, euh, avoir une philosophie de jeu, cette espèce de truc qui m'agace un peu, parce que la philosophie de jeu, pour moi, c'est un truc pour le Real, c'est un truc pour le PSG, c'est un truc quand tu as des joueurs que tu peux mettre en place une philosophie de jeu. Quand tu as l'équipe que tu as à Saint-Étienne, ta philosophie de jeu, ça doit être le pragmatisme et ça doit être de jouer ta survie. Donc en fait, jouer beau ou jouer moche, c'est pas la question. Peut-être que Dalloglio, il jouait moche. N'empêche que Dalloglio, quand il est parti, il avait pris 15 points en 13 matchs. Et que si tu restais sur cette dynamique, vu à quel point le maintien va se jouer bas cette saison, bah, t'étais parti pour te maintenir. Donc moi, Hollande, un meilleur football, moi aussi je rêverais et j'ai envie de penser que c'est toujours plus facile de s'en sortir en jouant bien. Bien sûr. Tout le monde me dit ouais mais ok mais la philosophie de jeu c'est bien jouer, c'est sortir en jouant bien. Mais qui l'a réussi? Régis Lebris, une année avec Lorient, l'année d'après ils sont descendus. Le côté bien jouer pour se sauver, il faut avoir un minimum de talent et tu l'as pas aujourd'hui. Malgré cette situation qui est quand même délicate, on va dire, je trouve que le public est assez conciliant, parce que t'as pas décollé des 3 dernières places depuis le début de saison. Alors il y a tout ce qui s'est passé là au moment où on se parlait, un petit répit par rapport à la potentielle dissolution des 2 COP, mais on n'a pas entendu de direction d'émission. Comment tu expliques ce côté plus pacifiste? Est-ce que c'est une forme de patience? Est-ce que c'est lié justement à la chape de plomb qu'ils ont au-dessus de la tête? Quel regard tu as sur l'attitude des supporters? Je pense que c'est un peu une conjoncture générale. Il y a effectivement ces risques de dissolution qui font que le but c'est d'être enfin voilà, c'est de pas non plus rajouter du feu enfin de l'huile sur le feu. Je pense aussi que la volonté le fait dire OK, on est OK pour être patient avec une nouvelle direction. Les Stéphanois, ils sont sympas. On est sympa. Il y a eu des débordements, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère. On se souvient tous des images quand on descend en barrage contre Auxerre. Mais je pense que les Stéphanois sont connaisseurs de foot et ont conscience que le projet, il va pas se régler en un claquement de doigts, que tu sors de 20 ans d'un fonctionnement qui parfois a marché. Moi, je crache pas sur Romeo Cayazo parce qu'avec Romeo Cayazo, faut quand même se souvenir que tu as eu les années Galtier, on jouait l'Europe quasiment une année sur deux, que ça, on le leur doit. Y a rien d'autre à dire qu'on le leur doit, qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. Mais ouais, je sais pas. Je pense que les Stéphanois sont ok pour être patients. J'ai peur que la colère éclate si effectivement on descend, mais il y a cette espèce de fantasme où chaque week-end on se dit allez, ce week-end si on prend pas de points on est mort. Ouais, j'ai l'impression de me dire ça chaque week-end, puis chaque week-end on prend pas de points. Et le week-end d'après, là je suis encore en train de me dire si puisqu'on enregistre ce podcast avant le match de Brest, je me dis bon. Si on bat Brest, on est peut-être encore en vie. Par contre, si on les bat pas, on est mort. Mais peut-être qu'on va perdre et que la semaine prochaine, on va dire ouais, mais le derby, on va peut-être le gagner. Et là, du coup, une espèce de truc pas rationnel comme ça. Voilà. Bon, Timothée, on approche de l'heure. C'était le timing qu'on avait convenu ensemble. Je sais que tu es sur un jour off, donc que je te laisse profiter aussi. J'ai encore 2 petites questions à te poser. La première, c'est si tu devais garder une seule image liée à la Saint-Étienne, que ce soit une action, un joueur, un match, une émotion, qu'est-ce que tu citerais et pourquoi? Hum. Ah, euh, c'est très dur comme question. Mais si je pense à l'AS Saint-Étienne au sens large, euh,
l'image qui me resterait, le truc qui, il y en a plein, hein, tu vois. Si j'ai du mal à répondre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui jaillissent dans mon esprit, mais quand même, peut-être la base, c'est un de mes premiers souvenirs où je suis vraiment gamin. C'est un Saint-Étienne-Bordeaux, euh, où je me souviens qu'il y avait marqué dans le COP Nord, un passé de gloire, un présent au quart, un futur 3 petits points. Moi, je sais pas quel âge j'avais, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je, je demande à mon père de m'expliquer cette banderole, je comprends pas trop. On prend un but. Et puis, je l'ai déjà raconté cette anecdote en plus, mais c'est la preuve que c'est le truc qui me marque le plus. Mon père se penche à mon oreille et me dit, regarde Laurent Blanc, il vient de remonter ses chaussettes, je l'ai jamais vu faire ça. Et ce truc est resté parce que Laurent Blanc gagnera la Coupe du Monde et tout ça. Et Laurent Blanc remonte ses chaussettes, égalise et il envoie en deuxième période un centre qui, dans ma tête d'enfant, si je revoyais les images, c'est peut-être pas le cas, mais dans ma tête, c'est un centre quasiment de la ligne médiane, une espèce de fusée sur la tête de Ziadi, Ah oui. et ça fait 2-1. Et il y a une espèce d'explosion, et dans ma tête d'enfant, dans la façon dont m'est raconté la soirée en tant qu'enfant, de la banderole où mon père m'explique, bah ouais, Saint-Étienne, on a gagné 10 titres, on est un club immense, mais ça va pas fort aujourd'hui. Tu prends un but, t'es encore plus triste, et puis cette espèce de rédemption qui en plus t'a été prédit par la figure paternelle à ta droite qui te dit, regarde Laurent Blanc, il a remonté ses chaussettes. En clair, pour la première fois de sa vie, il va se donner un peu plus qu'il ne donne d'habitude. Bah c'est un match. En tout cas, c'est un souvenir qui est totalement fondateur pour moi dans ma vie de petit supporter et d'adulte aujourd'hui. Ok, parfait. Et la deuxième et dernière, toi, tu connais bien ce que je fais, mon travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit un joueur actuel, un ancien joueur, un dirigeant, un Stéphanois qui a un lien avec le club, que tu aimerais entendre à ce micro prochainement? C'est une bonne question aussi. Il y en a beaucoup qui sont déjà passés, mais Ouais, il y en a qui sont déjà passés. Euh, J'aurais aimé, alors c'est malheureusement ce sera pas possible, mais j'aurais aimé que mon parrain se prête à ce genre de format. C'était un taiseux. Moi, mon parrain, Mhm. c'est Robert Herbin, mais je le voyais 2 fois par an et c'était pas quelqu'un de câlin, c'est pas quelqu'un d'intime, c'est juste mon parrain, c'est écrit sur l'acte de naissance. Je dis pas qu'il était pas présent, mais je te dis, on allait manger une fois chez lui l'été. À une époque, mes parents étaient très potes avec lui, mais les rapports, sont restés toujours excellents. Mais lui, c'est toujours un peu renfermé. C'est l'image qu'il a, l'image du Sphinx. Et il n'était pas très disert dans les médias. Il n'était pas très disponible. Et j'avoue qu'un truc au long cours avec lui, ça m'aurait plu parce que je crois que c'est quelqu'un que je connais Mhm. que je connais. Je le connais comme le tonton que tu vois une fois de temps en temps. Je le connais pas au fond et sa vraie passion pour le foot. Je connais ses stats, je connais son histoire avec le club, je connais tout ce que j'ai pu lire. Mais lui en profondeur, je pense que je le connais finalement assez mal, quoi. Voilà. Ça aurait été sans Même doute. ça va pas beaucoup t'aider pour avoir des idées pour tes prochaines interviews. Mais ouais, non, je sais pas, dans les vivants, ça va peut-être me venir dans 5 minutes, mais voilà. Non, mais déjà, c'est une belle idée. Et juste pour partager à mon tour une anecdote, ça aurait été peut-être compliqué à organiser parce que je me souviens d'avoir eu en interview, en petite interview, c'était avant la finale de la Coupe de la Ligue 2013. Et c'est une des interviews les plus délicates déjà parce que je reconnais que j'étais impressionné par le personnage. Et puis il pouvait être déstabilisant, voire cassant quand tu posais une question que tu formulais un peu mal ou un peu maladroitement et qui lui semblait bête. Et mais je pense que ça aurait été intéressant parce il a révolutionné plein de choses. Pas seulement à Saint-Étienne, je pense dans le foot français en général. Et ouais, je pense que son regard aurait été hyper riche. Ouais. Ouais. Puis moi, il y a une notion chez lui que j'ai toujours ressenti, et tu le dis dans l'interview que tu as faite, le côté cassant. C'était quelqu'un qui était souvent présenté comme un peu élitiste. Voilà, il a souvent été dit qu'il était là-haut sur sa montagne à l'Etra, écouter de la musique classique.
lui, le Niçois d'origine et tout ça, n'empêche qu'il est resté à Saint-Étienne. Et en fait, c'est ce truc-là aussi que j'aurais voulu comprendre. Saint-Étienne, c'est pas élitiste et c'est pas misérabiliste de dire ça. Hein. C'est pas élitiste et c'est chouette comme ça. C'est une ville qui est populaire. Il y a un truc. Voilà, j'aurais voulu comprendre. En fait, j'aurais voulu comprendre ce qu'il faisait encore là quelque part. Tu vois. C'est en ça où j'aurais voulu. Parce qu'effectivement, il a révolutionné plein de choses, mais sur la préparation physique et tout ça, on a lu beaucoup de choses. Mais effectivement, j'aurais voulu comprendre quel était son lien réel, son attachement réel avec Saint-Étienne. Ok. Eh ben écoute, je te propose de finir sur cet hommage. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Ça faisait un moment qu'on devait organiser cette discussion. Je suis ravi que ça se soit fait. Je me suis régalé. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. C'était top. C'est toujours énormément de plaisir à parler de l'AS Saint-Étienne, à parler de ma ville, qui m'est extrêmement chère et dont je pense nous avons tous la responsabilité de la représenter au mieux quand on y vit, mais quand on n'en vit pas aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, prochaines années? Que ça dure. Que ça dure et pas de blessure parce que je rejoue réellement au foot depuis 3-4 mois après un long problème au genou et je revis et j'ai tellement vu arriver la fin de carrière médiocre mais fin de carrière quand même obligatoire donc je vais dire la santé. C'est un peu bateau mais la santé parce que là je touche à plein le plaisir et le bonheur et le soulagement que j'ai à rejouer. Bon, bah écoute, bonne fin de saison au pluriel. Ouais, ça marche. Et puis à très vite à Geoffroy Guichard ou sur une pelouse. Eh ben merci à toi et bon on l'a dit, hein, on enregistre ce match avant Brest, donc en espérant une victoire et nous on se verra au derby. Parfait. Timothée, encore une fois, un grand merci. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à nous faire part peut-être dans les commentaires de vos souvenirs avec Timothée, de ses commentaires enflammés sur Active. Voilà, si vous avez des souvenirs de cette époque-là. Et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres invités. À bientôt. Ciao. Ciao.